Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre, mesdames et messieurs. Nous avons déjà sur ce plateau un invité, c'est monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est président de la Nouvelle Vision panafricaine, mais également ancien secrétaire général de FCR, plusieurs fois conseiller de monsieur Étienne Tshisekedi et coordonnateur de la cellule électorale d'Étienne Tshisekedi, mais également délégué d'Étienne Tshisekedi au pourparler d'Ibiza et de Venise. Monsieur Norbert Yamba Yamba, bienvenue. Bien, merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être avec vous encore une fois pour ces débuts d'année. Alors, comme d'habitude, je ne serai pas seul sur ce plateau. Mon estimé confrère John Titende m'accompagne pour vous servir. Bienvenue, John. Merci. Alors, d'entrée de jeu, l'ossature de l'émission. Joseph, nous allons essayer de comprendre ces nouveaux décors à l'archevêché de Kinshasa avec l'arrivée de l'archevêque Fridolin Ambongo. Kinshasa ne décolère pas, chaque jour qui passe, la tension ne fait que monter avec son ancienne puissance coloniale, la Belgique. Jusqu'où ira ses bras de fer? Sommes-nous partis vers la rupture tout simplement des relations diplomatiques avec la Belgique? Point d'interrogation. Voilà, monsieur Norbert Yamba Yamba, vous êtes aujourd'hui président de la Nouvelle Vision panafricaine. C'est quoi cette Nouvelle Vision? C'est un parti politique, une association culturelle ou alors une ONG? C'est quoi la Nouvelle Vision panafricaine? C'est une organisation. Le Congo, malheureusement, n'aime pas beaucoup d'innovation. Depuis un certain moment, beaucoup de structures qui ont fonctionné par le passé, qui ont été à la base du développement d'un certain nombre de pays, ces structures sont devenues obsolètes. Ce sont des structures qui sont complètement gonflées. J'allais dire les partis politiques, complètement démodés, dépassés, etc. Ce sont des structures qui ont fonctionné dans la logique de politiquement correct. Et vous avez vu en France, il y avait la gauche, il y avait la droite, mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu qui n'était ni de la gauche ni de la droite. C'est que très clairement, actuellement, le développement des nations porte sur les idées. Ça peut être des idées gauches, ça peut être des idées droites, mais lorsque ces idées permettent véritablement de gérer les contradictions et boostent le pays vers le développement, et donc cela constitue véritablement une organisation qu'il faut prendre en considération. Nous sommes partis vraiment d'un constat malheureux. Lorsqu'on regarde le fonctionnement des pays africains, moi-même j'ai participé à un grand colloque en 2015 à Douala, lorsqu'il s'agissait de regarder les différentes constitutions des pays africains. Et puis il était entendu que 17 pays devaient organiser les élections de 2015 à 2017. Et lorsqu'on a analysé, presque tous les chefs d'État de ces différents pays tentaient de réviser les constitutions, tentaient de se maintenir au pouvoir avec un modèle fondamentalement occidental. Et lorsqu'on regarde la situation de l'Afrique, on réalise finalement que l'Afrique a difficile de respirer, l'Afrique a difficile de s'oxygéner, parce que les différentes institutions qui sont mises en place sont essentiellement des institutions importées de l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, aujourd'hui, il est difficile de s'entendre un développement de l'Afrique, j'allais dire même dans beaucoup de pays africains, si les Africains ne sont pas ensemble. C'est comme ça que nous avons réfléchi. Pour terminer cette histoire, il est important de revenir aux grands programmes, aux grands projets des années 1960, où on a retrouvé des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, comme Kwame Nkrumah, qui lui, à son temps, aurait souhaité véritablement que les États-Unis d'Afrique fonctionnent et que la capitale soit à Kinshasa. Vous avez des gens comme Lumumba, vous avez des gens comme Sékou Touré, Modibo Keïta, etc. et j'en passe. Mais c'est très clair qu'aujourd'hui, l'Afrique a cinq régions. Il y a le Nord, et vous savez là, le pays maghrébin, avec l'Égypte comme locomotive, 310 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous voyez la région de l'Ouest, c'est le Nigeria qui prend la locomotive avec 520 milliards
de dollars de produits intérieurs bruts, et beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. sont véritablement en pleine proportion. Et lorsque vous regardez à l'Est, vous avez l'Éthiopie, qui était autrefois considérée comme le pays en difficulté, en détresse, etc., qui est devenue la puissance régionale. Et Rwanda prend du galon. Aujourd'hui, véritablement, avec 287 milliards de dollars. Mais lorsque vous regardez au Sud, vous avez l'Afrique du Sud qui a la locomotive, essaye de drainer les autres pays autour d'elle, etc. Mais avec 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, parmi les 5 pays, le BRICS. Et donc, au centre de l'Afrique, vous avez donc le Congo-Kinshasa. Naturellement. Qui a pratiquement 40 à 44, en tout cas la Banque africaine de développement venait de sortir le résultat que le Congo-Kinshasa aurait 44,5 milliards de dollars, etc. Malheureusement, nous avons que PIB, nous avons que 4 à 5 milliards, donc ce qui était compatible, parce qu'on ne peut pas avoir 44 milliards de dollars de produits intérieurs bruts pour avoir 5 milliards simplement, n'est-ce pas, du budget en termes de ressources propres. Donc c'est incompatible. Donc, quand vous comparez le Congo-Kinshasa avec toutes ces locomotives parsemées en Afrique, vous vous rendez compte que le Congo est à genoux. Et donc aucun de ces pays, en fait, qui aujourd'hui constituent des puissances régionales, renferme les mêmes richesses que le Congo-Kinshasa. Et donc, parce que le Congo-Kinshasa est à genoux, et que Franck Fanon l'avait dit que c'est la gâchette de revolver, et donc il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de grande intelligence qui ont la puissance du savoir, la puissance de la connaissance, puissent véritablement se mettre debout pour construire les États-Unis d'Afrique en mettant le Congo debout. Mais on peut mettre le Congo debout que lorsque on a des hommes. Et nous croyons sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons la formule pour que nous soyons mis debout. Alors finalement, la nouvelle vision panafricaine s'érige comme un groupe de pression. Ce n'est pas un groupe de pression. Ou simplement il y a un groupe de réflexion. Non, ce n'est pas un groupe de réflexion. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un engagement pour voir fonctionner autrement l'Afrique, en commençant chacun dans son pays. Et c'est comme ça qu'il y a des sections à travers l'Afrique. Donc dans chaque pays, il y a des sections. Et donc au Congo-Kinshasa, il y a un président que je représente. Donc, nous allons travailler... Et vous avez des ramifications à travers l'Afrique? Après, à travers l'Afrique. Nous allons travailler, pas pour seulement faire une pression, encore que même les partis politiques sont des groupes de pression, ça c'est évident aussi, parce qu'ils veulent conquérir, mais ils doivent critiquer l'action gouvernementale. Mais nous ne sommes pas seulement autour véritablement de cette préoccupation, nous sommes autour de la formulation du projet. L'élite politique aujourd'hui, personne ne présente aucune offre politique. L'offre politique suppose qu'il y a un projet, un ensemble de réponses par rapport aux problèmes, aux préoccupations de la population. Il me semble qu'on est véritablement en train de préparer les élections. Personne ne dit concrètement, parce qu'aujourd'hui nous avons 80 millions d'habitants, demain, en 2035, on aura 160 millions, les doubles. En 2050, on aura 220 millions. Et personne ne dit comment on va allonger les gens, comment on va nourrir les gens, comment les gens vont trouver du travail, comment tout ça, ce sont des questions questionnantes qui appellent véritablement... Vous vous souciez de questions de développement, allons-y. Lors de sa dernière sortie médiatique, les chefs de l'État s'est interrogé à haute voix. Il s'est posé la question quant à savoir, d'un côté, nous devons coûte que coûte organiser les élections et les défis du développement. Alors, comment concilier les deux exigences, parce que la tenue des élections étant budgétivore pour des pays à l'instar de la RDC qui courent encore derrière le développement. Et cette réflexion, elle est très pertinente, vous savez, parce que, bon, je comprends en tant que panafricaniste que parmi les éléments qui ont constitué la dynamique du développement de l'Afrique, il y a donc la religion, il y a donc l'école qui reste aujourd'hui, fonctionne comme une usine de fabrication des chômeurs de luxe. Il y a donc aussi les institutions importées, des institutions censées être démocratiques que nous avons importées et qui ne coïncident pas non seulement à nos réalités, à notre patrimoine culturel, mais également à notre âge culturel. Et ça pose problème. Et donc, le président peut pouvoir se poser la question autour de cette préoccupation. Mais écoutez, la démocratie, c'est quoi finalement? La démocratie, c'est une gestion de contradictions entre les différents citoyens qui se préparent pour que véritablement ils puissent
changer, transformer, développer leur pays. Et donc, quand on développe le pays, on fait le développement. Donc, il n'y a pas un développement qui fonctionne de manière isolée avec la démocratie. Parce qu'en réalité... Mais il y a des pays développés sans démocratie, monsieur Yamba. Est-ce que vous pouvez me citer un pays? Chine. Eh bien, voilà, oh là là, vous connaissez très mal la Chine. La Chine a une démocratie au niveau, à l'échelle nationale, provinciale et locale. La structuration permet aux uns et aux autres de s'exprimer, permet aux uns et aux autres d'avoir des corps volontaires, permet aux autres d'avoir des mouvements citoyens, mais qui en réalité sont orientés vers véritablement le développement. Donc la démocratie occidentale, non, mais la démocratie au modèle chinois, oui. Parce que la démocratie... Réinventons notre démocratie. Tout à fait. À la congolaise. Tout à fait. Regardez, quand vous êtes ici au pays, vous avez... les gens font les élections, et puis un groupe qui a 40%, un autre groupe 30%, et ceux qui ont 40%... Les mauvais perdants. Donc, ils prennent toutes les institutions de la République au risque de ne même pas permettre à l'autre groupe qui est de l'opposition de fonctionner. Vous voyez quel est l'état d'esprit. Avec cet esprit-là, vous ne pouvez pas développer le pays. Regardez, vous êtes ici au Congo, on dit non, pour être président de la République, il faut faire un mandat renouvelable une fois. Alors le mandat, c'est quoi? C'est 5 ans. Il semble qu'il faut imiter la France. Or, quand vous êtes en France, c'est des millénaires déjà de travail qui a été fait en amont. Les routes ont été construites, même si de temps en temps, lorsqu'elles sont amorties, il faut les réparer, etc., réflexionner. Mais vous ici, chez nous, regardez, quand vous regardez le mur, c'est un problème. Quand vous regardez la route, c'est un problème. La santé, c'est un problème. Et parce qu'il faut imiter la France. Et donc tout de suite on s'est dit non, il faut un mandat de 5 ans. Alors à ce moment-là, quand vous donnez à quelqu'un 5 ans, il est dans les études et il ne peut rien même faire. Et quand il vient pour l'autre mandat-là, il a tendance à croire qu'il n'a rien fait. Et donc, il se repositionne pour dire, écoutez, je dois continuer parce que j'ai envie de faire. Toutes ces problématiques problématisantes posent la question de savoir quel est le système qu'ils font pour nous. Encore que l'intellectuel est imbécilisé, l'élite politique est imbécilisée, instrumentalisée. Il n'y a pas de moment de réflexion pour générer des stratégies alternatives qui nous permettent véritablement d'avoir un contenu. Et donc, on est dans un flou artistique. Et donc, on n'a pas de choix, si ce n'est que véritablement, non seulement inventer une démocratie dans notre pays, mais aussi donner un contenu. Regardez, lorsque vous voyez, il y a eu un problème ici entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Dans le cadre de mes consultations internationales, j'avais rédigé un projet en 2013 où j'avais estimé qu'il y avait nécessité qu'il y ait une sorte de dialogue entre la mouvance et l'opposition. Et j'ai amené le groupe de parlementaires de l'opposition et de la majorité à Berlin. Nous avons visité comment les conservateurs et les sociaux-démocrates devaient résoudre les problèmes. Nous avons même visité certains États fédérés de l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que au niveau national, les conservateurs avaient gagné, mais ils n'avaient pas le résultat pour gérer la République. Il fallait faire des alliances avec d'autres partis politiques. Les sociaux-démocrates ont refusé. Mais lorsque nous sommes allés à Irfit, donc à province, c'est toujours les conservateurs qui gagnent, mais ils n'ont pas le chiffre requis pour gérer la République. Mais ils ont fait un pacte avec les sociaux-démocrates qui sont les rivaux au niveau national. Ils ont défini les problèmes de convergence d'intérêts qu'ils ont mis sur la table et ils ont monté un programme pour travailler ensemble de telle sorte qu'ils puissent justement résoudre les problèmes. Je m'excuse beaucoup, c'est très important. Mais lorsque on est chez nous, on ne peut pas réfléchir. Ou bien, ceux qui gagnent, parfois de manière malhonnête, se maintiennent, font la force et ils disent « nous avons conquis ». Et puis bon, ceux qui perdent disent « mais écoute, nous ne pouvons pas », etc. Et quand il y a une sorte de rapprochement, on crie à longueur de journée pour dénoncer véritablement cette façon de faire les choses. Et alors à ce moment-là, la population a empathie parce que l'élite politique elle-même est imbécilisée, elle n'est pas une élite. Alors, monsieur Norbert, parce que vous réfléchissez, alors
une démocratie à l'africaine, quel doit être le contenu de cette démocratie? La démocratie à l'africaine, parce que nous voulons aujourd'hui, pour nous les panafricanistes, nous estimons qu'en créant les États-Unis d'Afrique, ce sera un État fédéral. Et les différents pays morcelés sur base d'un dessin mal dessiné à Berlin dans les années en 1885, etc., il faut que reviennent, fonctionnent comme des régions, fonctionnent comme des provinces, mais des États fédérés, parce qu'il y aura une constitution qui va réglementer cela. Alors maintenant, on va réfléchir. Nous sommes dans un processus de réflexion. Je n'ai pas une recette, mais je dis qu'il faut qu'on donne le temps au temps pour réfléchir de manière à générer une recette qui correspondrait à notre réalité, qui correspondrait à notre culture, qui correspondrait à notre historicité, à notre Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de naviguer dans un monde où vous n'aurez jamais peut-être gain de cause? Mais comment expliquer? La Chine, vous l'avez dit, ça n'a pas la même démocratie que l'Occident, et la Chine a été colonisée. C'est l'Occident qui a mis en place un ordre international, qui a fait de ces valeurs pour devenir universelles en Amérique latine, en Asie, etc. Tous ces pays ont été, non seulement colonisés, mais ont fait leur gestion autour des valeurs occidentales. Et quand la Chine a décidé en 1949 qu'elle a été emmagasinée dans une dynamique incontrôlable et qu'il faut faire une sorte de réconciliation avec ses ancêtres, les esprits de son environnement, la Chine a proclamé sous le leadership de Mao Tse-tung en 1949 la révolution culturelle. Ils ont chassé les pasteurs, ils ont chassé les prêtres, ils ont chassé les imams et ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, il y a la médecine chinoise, aujourd'hui, il y a la pharmacopée chinoise, aujourd'hui, il y a des technologies. Très bien. La Chine aujourd'hui a 650 technologies contre 450. La nouvelle vision panafricaine, finalement, ça fonctionne en une minute. Ça fonctionne comment en RDC et puis en Afrique? Donc, il y a un siège africain quelque part, un siège africain et puis un siège congolais que vous représentez ou comment ça s'organise? Non, la nouvelle vision panafricaine, c'est une nouvelle vision que le visionnaire est au Congo. C'est ma personne. Et j'ai eu des contacts avec des amis qui en parlent. C'est vous qui êtes visionnaire de C'est moi le visionnaire, parce que j'ai pensé qu'il y a hier, il y a eu résistance, hier, il y a eu contestation. Nous avons été dominés. Nous constituons un continent problématique par excellence. Et là, vous avez démissionné de vos engagements auprès des partis politiques. Non, mais je vous dis que c'est l'engagement d'arriver à gérer le continent africain au travers d'une dynamique citoyenne qui permette véritablement de construire une vision qui est de restituer la République aux citoyens africains, qui est de reconstituer la mère patrie africaine autour d'une intelligence économique qui produit des richesses et qui fait la répartition équitable. On va passer au... On l'a dit au début de cette émission, l'arrivée de Ambongo à l'archevêché de Kinshasa aux côtés de Mosengo. En réalité, c'est un adjoint et futur successeur fait susciter des réactions dans tous les sens. Si les uns jubilent déjà et pensent que c'est un désaveu de Mosengo après une diplomatie à distance de Kinshasa auprès du Vatican, on a essayé de remercier Mosengo. Les autres rétorquent en disant non, c'est plutôt un autre cuir à traiter, dur à cuire, qui vient renforcer la position de Mosengo dans cette nouvelle vision prise contre le régime de Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je suis vraiment désolé de constater que nous sommes toujours dans les débats de bas étage. Et c'est là que je vous ai dit que l'intellectuel est imbécilisé. De surcroît l'élite politique. Parce qu'on ne donne pas un minimum de temps pour réfléchir sur des questions. Parce que nous sommes en dehors des règles. Vous savez, on oublie que chaque institution a des règles et que la régulation d'une institution est en fonction véritablement de l'application de ces règles. Nous sommes dans le domaine de l'Église catholique. Et l'Église catholique a ses principes, a ses normes, etc. Et lorsque vous êtes un cardinal ou vous êtes un évêque, vous atteignez 75 ans, et donc vous êtes obligé de déposer votre démission en attendant que le Saint-Pierre vous accepte ou il retarde
c'est très important. Et le cardinal Monsengo a 78 ans aujourd'hui. C'est qu'il a agi de 3 ans, plus de 75. Et avant que l'on entre dans ces logiciels de contestation populaire, etc., il avait déjà déposé sa démission, qui n'a pas toujours été acceptée par le juste quand Cheikh Kitundu était à Vatican, la décision tombe. Non. Vous ne voyez pas une coïncidence? N'allons pas dans les caniveaux. C'est pas le ministre, beaucoup de respect pour lui, etc., qui peut changer les sièges. La diplomatie agissante de la RDC. Écoutez, la diplomatie agissante porte sur le développement de la République. C'est pas pour relever les individus autour de leurs responsabilités. Lorsqu'on dit qu'on a une démocratie, une diplomatie agressive, c'est que très concrètement, on construit une dynamique de passerelles avec la coopération internationale, etc., dans la perspective de drainer les moyens et de les affecter dans les différents secteurs de la vie nationale pour que véritablement les Congolais trouvent ces dividendes. Et donc, on n'y est pas dans ces créneaux-là. On est ici dans une histoire des catholiques et je vous dis que mon cardinal Monsengo est encore là, il n'est pas encore parti. Alors, maintenant, Frigolin qui arrive. On prépare sa sortie. Frigolin qui arrive. Oui, mais c'est normal. Vous voulez quoi? Mais on doit préparer sa sortie. Il n'est pas encore parti. Il doit. C'est un désaveu des Vatican. Ah ben arrêtez les conneries. Ça sont des ragots de bas étage. Quel désaveu du Vatican? Quelqu'un qui a été choisi parmi les 315 cardinaux pour être parmi les 9. Mais écoutez, c'est pas une fierté pour le Congo. Moi, j'étais à Berlin lorsque le cardinal Monsengo a été couronné, n'est-ce pas, comme les faiseurs de la paix en Afrique centrale. C'était une fierté pour tous les Africains. Des sur quoi les Congolais? Arrêtez de démolir, de déconstruire des hommes, des personnages, pas des personnalités, des personnages qui ont construit une dynamique, qui ont eu une vision, qui ont fait une discipline et qui ont une éthique. Et plus grave encore, ce sont des hommes qui ont une étiquette qui tarde naturellement à les démolir. Ça ne réussira pas. Je crois que Frigolin, cette jeune, il est né en 1960, il a encore l'énergie, etc. Et que Frigolin est capable de prendre des responsabilités. Mais attention, chez les catholiques, le rôle social de l'Église est très important. Vous vous rappelez le cardinal Maloula? Il n'était pas le seul abbé pour se faire nommer cardinal. Simplement parce qu'on a vu son cursus, on a vu le processus de son travail, etc. Depuis les années 50, il a réuni les politiques. Ils ont mis même en place le manifeste de la conscience africaine, etc. Il s'est bâti mordicus avec le régime qui était mis en place. Il a dénoncé le mal congolais à l'époque, etc. Et on a trouvé que c'était un personnage utile pour lutter contre la pauvreté de tout un peuple, parce que la responsabilité de gestion des affaires de l'État repose entre les mains de l'élite politique. Et si cette élite n'a pas conscience qu'elle a de responsabilité de relever les défis de la pauvreté, il faut que l'Église joue son rôle. C'est comme ça que depuis des années 78, depuis des années 50, Maloula a été reconnu comme tel. Mais je vous dis que dans la nouvelle génération de prêtres, je ne voudrais vraiment pas attaquer les gens, mais je voudrais que parmi les gens qui emboîtent les pas au cardinal Monsengo, c'est Frigolin. Donc il faut passer. Ah ben voilà. Mais c'est Frigolin, vous suivez ces communications. C'est un homme qui se bat à longueur de journée pour que le Congo fonctionne autrement. Donc il ne faut pas croire qu'on l'a mis simplement parce qu'il fallait faire la figuration pour donner des béquilles aux gens de monter sur des escaliers qui risquent de tomber parce qu'ils vont plus loin. Donc attention de pouvoir interpréter toutes ces questions. Allons dans les débats de fond. On a dans la même école que Monsengo. Je m'excuse beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, on a 80 millions d'habitants. Demain, on sera 160 millions, le double. On fait comment loger les gens? J'ai envie d'écouter ce qui passe à la télévision pour insulter telle ou telle personne. Qu'on nous dise, je m'excuse beaucoup, qu'on nous dise que voilà, pour les 160, voilà comment nous entendons les loger. Au lieu que les gens meurent des inondations parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement urbain. Je m'excuse beaucoup, c'est très important. Je voudrais également, quand quelqu'un par exemple est par 400 km ou à 1000 km, qu'il soit en mesure de venir se faire soigner, n'est-ce pas, à Centenaire, etc. Il me semble même les politiques et même ne se font pas soigner. Donc il y a un problème de fond sur l'ensemble de la République. Et donc on a besoin véritablement que l'élite qui a un génie, qui a la puissance du savoir, qui a la puissance de la connaissance, avec une éthique responsable, puisse prendre ses responsabilités pour booster la République. Justement, là où le bas blesse, c'est que
le cardinal Mosengo a fait des paroisses de l'Église catholique un cadre pour les manifestants de l'UDPS. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le secrétaire général de l'UDPS qui l'a dit. Et depuis lors, on peut même dire que les masques commencent à tomber. En réalité, ce ne sont pas des chrétiens qui marchaient, mais des véritables combattants de l'UDPS. Je m'excuse beaucoup, je suis spécialiste des questions de gouvernance. Oui. Et je suis prêt à recevoir n'importe qui dans un débat de fond, fondamentalement intellectuel. Écoutez, la gouvernance suppose, la gouvernance est différente du gouvernement. Le gouvernement, c'est la gestion des affaires publiques quotidiennes. Mais la gouvernance suppose que les journalistes, les paysans, les dockers, les enseignants, les églises, les ONG, toutes ces composantes de la société doivent travailler, doivent mutualiser leurs énergies pour pousser à la performance des institutions. La performance des institutions suppose qu'il y ait une bonne gestion institutionnelle de manière à avoir des répercussions sur les citoyens. Et donc, si les partis politiques aussi, les partis politiques ont droit, mais ils ont quand même des recettes, ils ont des méthodes de travail, les pétitions, les manifestations, les dialogues, les contacts, les communiqués de presse. Ils peuvent aussi créer des alliances conjoncturelles avec les églises, avec les ONG. 50-50. Oui, parce qu'il y a convergence d'intérêts. Nous ne sommes pas dans une logique de divergence d'intérêts. Nous sommes dans une logique de convergence d'intérêts. Et parmi les partis politiques... Mais qu'est-ce que vous faites de la neutralité de l'Église dans ces cas? Attention. Oui. Cette notion est dépassée. Ah bon? Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'apolitisme. Il y a un engagement politique. Mais on ne peut pas faire la politique active. Donc l'Église a un engagement politique, y compris les églises de réveil que vous voyez. L'engagement politique suppose donner la possibilité à ceux qui gèrent la République d'être responsables, de gérer un bon père de famille, pour que les résultats de leur gestion se répercutent sur les citoyens. Ça, ce n'est pas être neutre. Ça, ce n'est pas être apolitique. L'Église a choisi son camp. L'Église a choisi son camp. Mais non. Les combattants de l'UDPS. Non, mais arrêtez des... Non, écoutez, je retire ça. Je me dis que les combattants de l'UDPS sont des Congolais. Ces combattants ne sont pas sortis du ciel. Ils sont des Congolais, ils ont besoin du travail, ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, ils ont besoin d'avoir des bonnes routes, d'avoir des taxibus, etc. Ils ont besoin. Non, on n'est pas combattant pour né combattant pour rester combattant. On a besoin, il y a parmi des licenciés entre eux, parmi eux, il y a des gradués. Il y a des hommes et des femmes qui pensent que le Congo peut fonctionner autrement, ils trouvent leur compte. Voilà, donc l'Église qui observe dans une unité d'observation véritablement la pauvreté de tout un peuple, s'engage dans la dynamique, compte tenu qu'elle pèse, surtout c'est une Église romaine, et dit à l'État de changer, de faire autrement les choses. Et donc, si l'Église le fait, c'est une convergence d'intérêt avec les combattants. Il y a une meilleure façon de le dire. Il y a une meilleure façon de le dire, monsieur. Mais la meilleure façon de le dire, c'est quoi? C'est pas la rue. Mais quand vous entendez les différentes déclarations de la conférence épiscopale du Congo, lorsqu'on fait une déclaration, on fait un certain nombre de propositions. Moi, je crois que la meilleure façon pour le gouvernement, et c'est de cette manière-là que nous allons gérer nos émotions, c'est de savoir écouter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils proposent quoi? Ont-ils raison dans telle ou telle dimension? Qu'est-ce que nous pouvons donner comme réponse? Parce qu'ils rappellent, parce que le Congo c'est notre copropriété. Le Congo c'est notre plantation à nous tous. Le Congo c'est notre village. Oui, et donc on a intérêt pour ceux qui ont eu la responsabilité de gérer la République d'écouter les autres. Il ne faut pas poser la question pour dire, mais il représente quel échantillon? Ah, rien. Même si c'est un journaliste qui dénonce un fait, on analyse la pertinence du fait, mais on ne voit pas le nombre de personnes qui s'engagent par rapport à ce fait. C'est très important, et c'est ça justement la gouvernance. Nous avons voulu la démocratie occidentale, nous devons être en mesure d'internaliser un certain nombre de critères, un certain nombre de valeurs. Et donc, faire la gouvernance suppose être à l'écoute. Et c'est ça le rôle du leadership. Avoir capacité de gérer les émotions, ne pas tomber véritablement dans les émotions pour voir véritablement ces différentes attaques, ces confrontations, les tueries, etc. C'est pas game. On n'avancera pas. Je vous ai dit que l'Afrique est debout. Le Nord, les Maghrébins sont debout, le Sud est debout, l'Ouest est debout, l'Est est debout, mais c'est l'Afrique centrale. Vous voyez les Gabon, vous voyez le Cameroun, vous voyez Centrafrique, le Congo Kinshasa, le Tchad, le Congo Brazza. On est à chez nous. Quand vous quittez le Nord, je termine, vous quittez le Nord, vous pouvez bien prendre la voiture à partir de l'Égypte. Vous arrivez au centre,
Même au Gabon, vous ne trouvez pas l'endroit pour passer. Vous arrivez au Congo, qui est la gâchée? Vous n'arrivez pas pour atteindre l'Afrique du Sud. Alors, donc c'est un problème et nous avons des grands défis. Nous devons nous battre pour prendre conscience, faire la météo de la situation, avoir notre GPS pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que nous faisons pour corriger la situation. Mais si nous allons dans la violence délibérée, pour comprendre que les gens sont dans la résignation, sont dans la naïveté. Alors ça sera une grande erreur et le monde ne pourra pas nous respecter. Y a-t-il des indices qui laisseraient penser que Ambongo soit pire que Mosengo? Non, je ne dis pas, il n'y a pas question de pireté. Oui. C'est une question de responsabilité. N'allons pas dans le logiciel congolais où tout s'évalue en fonction des émotions. Non! Ambongo vient pour être archevêque de Kinshasa. Ok. Ouais. Et il y a un objet social pour l'archevêché. Mais peut-être avec lui, il y aura une certaine accalmie avec les régimes de Kinshasa. Le problème d'accalmie, même avec Mosengo, il doit y avoir accalmie. Si le régime de Kinshasa arrive à prendre ses responsabilités dans la perspective de pouvoir résoudre le problème de la population. Il est anormal qu'on ait des fidèles qui vont à l'église et qui sont malheureux et qui demandent à longueur de journée du pain auprès des prêtres, auprès des paroisses. Il faut que nous ayons des hommes et des femmes qui travaillent, qui trouvent leur salaire et qui sont capables même de supporter les églises. Parce que quand vous arrivez aujourd'hui en Europe, vous allez voir, il y a beaucoup d'églises qui ont fermé. Qui ont fermé, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fidèles. Il y a une tentation, naturellement, aujourd'hui, à voir autrement les choses. Mais nous avons des églises. Nous estimons que ces églises construisent la paix chez nous et nous devons être véritablement des contributeurs pour que ces églises périssent. Mais on ne peut être contributeur que quand vous avez des ressources pour donner des dîmes, donner des offrandes, etc. Et donc, si on est dans cette situation, au moment où l'on assiste à des îlots d'abondance dans un océan de misère, ça, ce n'est pas correct et ce n'est pas simplement l'église catholique qui peut dénoncer. Tout celui qui voit la situation peut pouvoir la dénoncer. Acceptez un peu que je puisse vous arrêter parce que vous êtes un excellent orateur. Bon, nous allons devoir changer de chapitre. Parlons de cette tension diplomatique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Eh bien, jusqu'où va aller ces bras de fer? Ça aussi, au XXIe siècle, on aurait observé véritablement une autre attitude. Je suis panafricaniste, j'ai voulu toujours que nous puissions affirmer notre autonomie, j'ai voulu que nous puissions affirmer notre souveraineté, j'ai voulu que nous puissions affirmer notre patriotisme vis-à-vis des autres. Mais attention, on ne construit plus jamais un pays de manière autarcique. Il faut construire des passerelles gagnantes. C'est comme ça que même les États-Unis, qui est la plus grande puissance économique et militaire du monde, a une dette et l'équivalence de son produit intérieur brut. On a besoin des autres. Et donc, en fortiori, le Congo-Kinshasa. Je pense que la Belgique a pris, de mesures qui sont liées à la coopération. En cause, et je pense que la réciprocité. Si on n'est pas en mesure de calmer sa propre émotion pour comprendre la pertinence du message, n'est-ce pas, du partenaire, on peut aussi aller dans la réciprocité. Ça veut dire réciprocité, ça veut dire que bon, nous avons la coopération belge ici, et bon, comme on a dit que on a fait ceci, on peut pouvoir aller dans cette histoire. Mais ça a été fait avec on ferme Schengen, on ferme ceci. Moi, je suis évaluateur macroéconomique. Allez-y. Je suis évaluateur macroéconomique. Dans ce genre de choses, pour prendre une telle décision, il existe une formule, laquelle l'analyse coût-bénéfice et risque de la décision. On présente les différents scénarios et on donne les scores. Si nous prenons telle décision, quelle devrait être la répercussion sur le plan de notre population, sur le plan de notre économie, sur le plan. Ces avions qui viennent, ils payent les aéroports. Et les Congolais qui font des affaires, ils voyagent, et ils ont besoin de rentabiliser leur économie. Ils ont besoin également de tous ces avions, etc. Ils ont besoin de visas, etc. C'est cela. Donc quand on analyse et on réalise finalement que non, nous ne sommes pas perdants. La dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Au nom de la dignité de l'État congolais, du peuple congolais, on ne peut pas se permettre que la Belgique nous marche dessus. Et voilà, c'est très important, mais je voudrais quand même que vous alliez en Chine, que vous alliez en Malaisie, à Singapour, en Corée du Sud,
en Taïwan, vous allez voir des pays qui se sont affirmés par leur génie, par la créativité, l'imagination, avec des schémas opératoires innovants et qui ont véritablement rentabilisé leur génie pour avoir des richesses et des richesses qui sont, qui sont appelées à partager avec leur population. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment donner n'importe quelle injonction pour ce pays. Mais malheureusement pour nous, il faut compter combien d'organisations, même de la société civile, qui sont soutenues par ces pays-là, même le gouvernement lui-même, parce qu'on a parlé de 25 millions de dollars, d'euros. Mais ça passe par les institutions gouvernementales. Vous allez voir, par exemple, la police, le secteur de la police, c'est soutenu par l'Union européenne. Le secteur, par exemple, de l'environnement, soutenu par l'Union européenne. Le secteur des routes, soutenu par la banque. C'est toutes ces institutions, je me suis beaucoup, qui soutiennent. Donc nous devons être en mesure, de générer nos ressources, de générer nos moyens. Il semble que nous n'y sommes pas encore. Et donc il faut avoir... Que doit être le remède, monsieur Norbert? Il faut s'agenouiller devant la bête. Non, il ne faut pas s'agenouiller. Il y a moyen de coopérer, il y a moyen de dialoguer, il y a moyen de gagner au travers le dialogue. Comment? Le dialogue dédramatise les relations, le dialogue dégonfle les conflits. Et on a besoin de la diplomatie pour ça. La construction de l'ancrage diplomatique passe par la capacité de persuasion pour influencer les partenaires à pouvoir adhérer à votre schéma. Alors, et quand on n'y arrive pas, c'est une incompétence managériale. Une dernière question en tout cas sur cette matière-là. À qui profitent tous ces problèmes-là entre toutes ces mesures prises? À qui ça profite et qui en paye le prix? Je pense que cette tension, d'abord, qui paye le prix? Mais c'est l'espace Congo, quoi. On dit non, la Belgique va générer tous ces pays-là, vont perdre de l'argent, des visas, etc. Mais arrêtez, arrêtez, il ne vit pas de visa. Il ne vit pas de visa. Ben arrêtez de conneries. Moi j'étais en Belgique, je voulais faire les États-Unis. L'ambassade m'a dit, écoutez monsieur Yama, vous devez payer 350 $. Et mon frère sénégalais payait 100 €. Je m'explique pourquoi à l'époque, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas pris des dispositions pour signer véritablement des partenariats avec tout ce pays, etc. Nous sommes laissés pour compte. Aujourd'hui, le Congo a des entrées, par exemple en Belgique, en France, etc. Nous savons qu'on ne nous aime pas, ça c'est évident. Mais nous devons aussi avoir du génie pour savoir comment coopérer, comment nous pouvons créer des passerelles et des intersections dans la mesure où cela puisse véritablement servir de dividende pour nous. Ah bon, qui paye? Mais nous payons. Si vous voulez aller aujourd'hui en Belgique, eh bien, il faut beaucoup d'imagination, de gymnastique, etc. Or, vous savez, la plupart, il semble qu'ils vont aller en Inde pour se faire soigner, etc. Mais si eux peuvent aller en Inde ou en Afrique du Sud, etc., et les petits peuples, parce que la plupart de nos jeunes gens qui ont migré en état de refuge économique en Europe aujourd'hui, ce sont eux qui aident leurs parents, ce sont eux qui aident leurs frères, etc. Et donc, même si quand on tombe malade, si l'hôpital ici encore, qui n'est pas suffisamment équipé, donc on a besoin de vous inviter là-bas, vous allez voir la mise en commun. Comme si cela ne suffisait pas, les autorités congolaises ont réduit les fréquences des vols de Bruxelles Airlines vers Kinshasa. Ça ne va pas infecter l'économie belge. Non, mais les 25 millions d'euros ne vont pas non plus affecter l'économie congolaise. Oui, mais bon, le gouvernement peut-être n'a pas besoin. Le gouvernement est payé pas avec ces 25 millions. Le gouvernement est payé avec de l'argent généré localement. Et puis bon, le policier va poser la question. L'enseignant, je me suis beaucoup. L'enseignant va poser la question, etc. Mais ceux qui ont besoin, n'est-ce pas, d'un puits, donc j'allais dire d'une source d'eau aménagée à Kimbanseke, vont entendre ces 25 millions d'euros parce qu'ils en ont besoin. Savez-vous que la moitié de cette somme était réservée au traitement des ressortissants belges, techniciens qui travaillaient dans cette agence de développement? Donc vous n'avez toujours pas. Il faut. Même Dieu demande la reconnaissance, la gratitude. Ouais. Nous avons vu ici l'Union européenne soutenir comme on dit, l'évacuation des déchets dans la ville. C'était pratiquement 1 million d'euros. Les jours où ils ont arrêté, pas, vous avez vu, hein, des montagnes d'immondices qui traînent dans la ville. Arrêtez ça.
Affirmons que nous sommes capables de faire des choses, mais nous avons besoin des autres pour nous aider à monter l'escalier. Ce n'est pas pour autant que nous devenions des esclaves. Sur base de dignité, de respect mutuel. Monsieur Norbert, il ne nous reste plus que quelques minutes en tout cas. Je regarde là, il n'y a que à peu près 3 ou 4 minutes qui nous restent. Nous ne devons pas terminer cette émission sans parler de l'an 1 d'Étienne Tshisekedi. Vous avez été son conseiller et d'ailleurs vous avez été négociateur à plusieurs dialogue ou pour parler, peut-être qui était occulte, hein, parce que ici sur place, on demandait qu'il n'y avait pas de pourparler à Ibiza ni à Venise. Alors, une année après sa disparition, qu'est-ce que l'on peut retenir d'Étienne Tshisekedi? Je vous dis que les grands hommes politiques, ceux qui veulent véritablement booster la République, font ce qu'on appelle la diplomatie souterraine. Et les contacts avec la mouvance présidentielle ont été des contacts qui devraient dédramatiser les relations politiques, qui devraient dégonfler les conflits, etc. Il me semble qu'il n'y a pas eu sincérité entre les partis. Et donc, on a foulé au pied la dynamique qui a été mise en place, malheureusement au détriment de notre peuple. Ça, c'est la première précision. Deuxième, par rapport à son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, etc., je dois vous avouer que je note, une année après, qu'il soit encore à l'extérieur. Ouais. C'était malheureux. J'étais au Ghana, et quand j'arrive au Ghana, j'ai discuté avec certains ministres parce qu'ils étaient invités au colloque où nous avons été pour discuter. Ils m'ont dit, Monsieur Yamba, comment chez vous ça ne marche pas? Nous, on a connu des problèmes ici parce que Kwame Nkrumah, qui a été à la fondation du Ghana presque, il a été humilié, et il a été enterré au village. Quand Jerry Rawlings arrive, le capitaine, au pouvoir, il y avait trop de coups d'État, successivement. Et il a dit non, il faut redorer le blason. Et ils ont décidé d'aller déterrer le reste des Kwame Nkrumah du village, et on a fait un grand monument à Accra. Depuis lors, le président qui arrive salue celui qui s'en va, salue et s'embrasse, et celui qui s'en va le prend, se promène avec lui dans toutes les provinces pour dire c'est lui le président, même s'il venait de l'opposition. Et donc, aujourd'hui, la situation est tranquille. Vous savez, nous sommes africains, on n'est pas africanistes, et les esprits de notre environnement agissent. Des éliminés, je me suis beaucoup, je suis en train de terminer, les éliminés comme Tshisekedi, il est en dehors de notre pays. Vous ne verrez nulle part, il n'y aura pas changement ici. Non, c'est juste pour vous relancer, M. Yamba. Et donc, oui. Si une année après, la dépouille d'Étienne Tshisekedi n'est pas encore rapatriée, c'est parce que certains de ses héritiers politiques, voire même biologiques, ont voulu faire de sa dépouille un fonds de commerce. Non, il n'y a pas un fonds de commerce autour de ça. J'ai toujours voulu, et j'avais conseillé en son temps, que Tshisekedi soit enterré n'importe où. Jésus-Christ n'a pas été Premier ministre. Jésus-Christ, on le supplie, on le prie jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, hein? Et j'allais dire, des gens comme Martin Luther King, ils n'ont jamais été président de la République. Des gens comme Malcolm X n'ont jamais été des chefs d'État. Ils sont morts pour une cause. Mandela a été enterré dans son village. Je m'excuse. Ça ne pose pas problème. En une minute, parce que nous sommes vraiment à la fin. Je voudrais simplement dire, même aux combattants de l'IDPS, qu'ils comprennent ça. Lumumba a été tué. Aujourd'hui, on a autant il est sans cimetière. Mais aujourd'hui, on continue. C'est une icône pour l'Afrique, pour le monde. Qu'on vienne avec Tshisekedi, qu'on l'enterre n'importe où. Le moment viendra où un Tshisekedi se prendra les choses en main. Et on va le redorer. On va l'honorer. Là, vous vous adressez aux combattants. Je m'adresse aux combattants. Et j'avais dit ça depuis le début. Parce que je savais que personne ne pouvait vraiment être content d'honorer Tshisekedi dans ce pays. Et donc, moi, sincèrement, en tout cas, d'après ce que j'ai retenu de Tshisekedi, il y a 3 choses. Il y a d'une part la résistance, la capacité de résister. Même à la corruption, la capacité, la consistance, avoir du fond, le contenu dans ce qu'on fait. Et la constance, ne pas changer. Ces héritiers potentiels, pour la plupart, ont été imbécilisés. La plupart ont été instrumentalisés. Ils l'ont piétiné. Ils l'ont humilié. Mort. Jusqu'à preuve du contraire, vous voyez, personne ne s'engage dans la direction véritablement d'honorer cet homme, quand cela ne tient. Tshisekedi, il y a plusieurs Tshisekedistes, plusieurs petits Tshisekedistes aujourd'hui. Eh bien, c'est là
toujours, même des générations futures vont l'honorer. Il ne faut pas faire alors, il a à ses héritiers qui sont partis acheter. Tu sais qu'il dit, s'il vous plaît, on a toujours dit qu'il a investi l'argent, mais jamais il a été 30 secondes, en 30 secondes en tout cas, aujourd'hui, l'héritage, l'UDPS pour laquelle Tshisekedi s'est battu toute sa vie, eh bien, l'UDPS aujourd'hui vers la disparition. Non, il faut arrêter ces conneries-là. Je me suis beaucoup, M. Joseph. Mais écoutez, la disparition. Parce que c'est un lambeau, c'est un lambeau. Non, je me suis beaucoup. Oui. L'UDPS est différent du MPR. Le rassemblement des jeunes valent. L'UDPS est différent du PPRD. Hein, ça sont des structures artificielles montées sur base d'intérêt. Et le jour où il n'y a pas intérêt, ils disparaissent. Mais à l'IDPS, les combattants, les militants ont cru que le pays peut fonctionner autrement. Tu sais qu'il a suscité tellement l'espérance. Voilà. Et ces gens, la flamme continue. Les rassemblements des jeunes valent. C'est avec ce mot que nous allons mettre un point final. Et je crois qu'aujourd'hui, il a la légitimité historique. Il a la légitimité historique. Voilà. Il va drainer tout le monde. Légitimité biologique ou historique? Mesdames et messieurs, malheureusement qu'il soit fils biologique, mais il s'est battu. Quand son père était vivant, il y a plusieurs enfants de Tshisekedi, mais il est sorti du lot. Okay, et il mérite respect et considération. C'est avec ce mot que nous mettons un point final là, à cette émission. Je crois que le débat continue à travers vos salons. En tout cas, fin de cette émission. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.